Ce cas portera sur un patient âgé de 83 ans qui est rentré récemment dans notre service pour un tableau d'ictère associé à un amaigrissement ce week-end. C'est un patient sous Elikis, donc on verra que ça aura une importance. Donc ce patient a malheureusement sur le tableau d'ictère plus amaigrissement la confirmation au scanner abdominopelvien d'une masse pancréatique tissulaire évoquant en première hypothèse un adénocarcinome pancréatique. Donc l'objet de cette prise en charge sera double. Tout d'abord une écho-endoscopie biliopancréatique pour confirmer le diagnostic et avoir une preuve histologique par une ponction sous écho-endoscopie. Et dans un deuxième temps, pouvoir drainer son ictère par voie endoscopique. On discutera soit par voie rétrograde classique, soit par voie extra-anatomique, cholédocobulbaire en première intention. Donc l'objet de l'examen a pour but de confirmer sur le plan histologique de réaliser une ponction, ce patient qui est en très bon état général sans antécédent par ailleurs, et de le drainer parce qu'il est vraiment effectivement ictérique jaune fluo avec une bilirubine à un peu moins de 200 micromoles par litre. Donc on est en Olympus avec un écho-endoscope Olympus. Le patient est endormi, intubé, ventilé. Alors il est surtout intubé, on pourra discuter pour le drainage, l'écho-endoponction. Alors ça dépend des équipes, mais ce n'est pas une obligation de les intuber. Et il est mis surtout en décubis latéral gauche pour la procédure, la première partie d'écho-endoscopie. Donc l'écho-endoscopie a pour but effectivement de confirmer le diagnostic. Donc on va directement... Alors l'écho-endoscopie, des fois on discute avec Inès, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être systématique, faire trans D2, transbulbaire, transgastrique ou transgastrique, transbulbaire, transduodénal? Je pense que ça dépend un peu des... Je pense que ça dépend de voilà. chaque opérateur, mais le message c'est qu'il faut examiner l'ensemble du parenchyme pancréatique et pas se focaliser, quelle que soit l'indication pour laquelle est adressé le patient, sur l'item de pourquoi on vous adresse. Il faut voir tout le parenchyme pancréatique. Donc après, vous faites dans l'ordre qui vous plaît, mais je pense qu'il faut se fixer un ordre un petit peu systématique pour rien oublier. Voilà, alors effectivement, par habitude, quand ça se passe bien, moi j'ai plutôt tendance à faire D2 transbulbaire plus transgastrique, hein, mais comme dit Inès, ça dépend. Donc effectivement, avec un écho-endoscope linéaire, on voit qu'on a quand même une petite disparité peut-être de calibre dans le déjà là dans le substénose là déjà, ouais. Ah, il n'est pas symptomatique, mais là vous voyez le fait de voir et tout d'emblée, peut-être de pas forcer. La voie trans D2 sera peut-être ambitieuse, en tout cas on va pas forcer si on passe pas, si ça nous apporte rien. Voir comment on fait. Peut-être pas forcer. On va déjà voir ce qu'on voit. Effectivement, on tombe malheureusement ou heureusement, puisqu'on avait déjà la réponse au scanner. On confirme une masse pancréatique hypoéchogène très mal limitée. Finalement assez typique de ce qu'on voit pour les adénocarcinomes. Après, jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois que vous allez dire pour une tumeur primitive pancréatique adénocarcinome, vous avez peu de chances de vous tromper parce que l'épidémiologie, voilà, c'est plus de 90%. Après, il y a d'autres cancers rares, tumeurs neuroendocrines, cellules acinaires et d'autres raretés ou les métastases, mais vous avez généralement un contexte. Voilà. Donc on voit une masse hypoéchogène mal limitée et tout de suite... En regard, la dilatation assez importante de notre voie, voilà, notre voie biliaire principale, bien joufflue, bien dilatée, à 22,7 mm. Donc aucun doute. Et donc on la suit, hein, comme dit Inès, il faut être, si possible, systématique, essayer de bien voir si on ne s'est pas trompé, que ce n'est pas un canal cystique. Voilà, donc effectivement, hein, cette voie biliaire, on la remonte dans le foie. Et effectivement, il y a peu de doute. C'est notre voie biliaire principale. On voit d'ailleurs la vésicule biliaire qui est
bien dilatée, effectivement. Ouais. Voilà, sans aucun doute, hein. On l'a palpé cliniquement, donc ça, ictère, vésicule biliaire distendue, amaigrissement, on vous apprend rien, c'est adénocarcinome du pancréas jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, une vésicule biliaire distendue. Alors à titre systématique, effectivement, allez voir le reste du pancréas par voie transgastrique. Donc là, on voit d'ailleurs la surrénale gauche qui nous intéresse peu aujourd'hui. C'est aussi pour faire le bilan d'extension. Après, là, il n'y a pas tellement de doute, d'autant plus que maintenant, les bilans d'extension pour stager la tumeur sont faits sur le scanner, mais pour avoir une bonne échoendoscopie de qualité, l'extension vasculaire notamment et les adénopathies sont importants à rapporter dans votre compte-rendu. Alors, ce qui nous avait interpellé sur déjà l'imagerie, c'est qu'il n'y avait pas de dilatation du canal pancréatique principal et pas d'atrophie du canal pancréatique corporéo-caudal. Donc on s'était posé la question si c'était pas plutôt un adénocarcinome, plutôt finalement presque du crochet, plutôt que de la tête. Comme c'était dit par nos collègues radiologues. C'est quand même des arguments. Donc en écho-endoscopie, ça nous semble être aussi plutôt une tumeur du crochet, en tête crochet. Et puis avec l'élément supplémentaire qu'on découvre comme vous, déjà du rétrécissement, la disparité du calibre du duodénum qui va quand même très bien avec les tumeurs du crochet. Voilà, ça c'est un élément. Et c'est les tumeurs des fois avec un retard diagnostique parce qu'on est embêté effectivement pour aller les ponctionner, embêté pour les voir parce que des fois il n'y a pas une infiltration si belle. Et donc là il y a peu de doute. Donc là, on va passer au temps de ponction. Donc, une aiguille de ponction. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est de savoir si on peut ponctionner, se mettre dans une fenêtre où votre trajet d'aiguille qui va sortir l'aiguille en convention sur la droite de votre image. En France, parce que des fois, il y a des congrès, on ne comprend pas pourquoi ça sort à gauche, mais les Allemands, par exemple, font sortir l'aiguille à gauche. Donc si vous êtes perdu que ça sort à gauche, c'est probablement les Allemands qui sont en train de faire la procédure, notamment les vidéos dans les articles scientifiques. Donc un axe là qui est pas mal, hein, à peu près à 30-45 degrés. D'essayer de ne pas avoir d'interposition vasculaire. En Doppler, effectivement. Donc on va remesurer la masse dans ses plus grandes dimensions. Une masse, donc on la coupe, elle est un peu plus grande que ce qui avait été décrit au scanner, qu'elle faisait à peu près 25 mm, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes axes de coupe. En tout cas, une masse qui est assez grosse, qui envahit quand même a priori, en tout cas on voit plus trop à ce niveau-là. Là on voit le muscle, mais là, où est le muscle de la paroi duodénale, où est la paroi duodénale, on voit bien que c'est envahi. Hein. Hypoéchogène, mal limité, flou. Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est probablement un adénocarcinome. Donc la biopsie. On va sortir une aiguille. Donc une aiguille de ponction en 2023, donc il faut prendre des aiguilles de ponction des FNB. Alors, on a abandonné les FNA. Et alors l'aiguille préférée de votre choix d'un FNB, il y a 3 aiguilles qui sont bien connues. La Procore de chez Cook, la Shark aussi, moi je la connais moins bien, et donc l'Acquire de Boston. Donc c'est vrai que sur l'étude comparative randomisée entre Procore et Acquire, on est passé, comme la plupart des centres, en première intention avec une aiguille Acquire. Hein. Alors, on sort donc un tout petit peu la gaine, le minimum. Plus vous la sortez, moins vous allez avoir de possibilités de diriger votre aiguille avec les recteurs. Vous êtes bien en place, toujours le doigt sur l'aspiration.
Vous voyez, on fait bouger notre aiguille. Il n'y a aucun problème pour la diriger avec, vous voyez, avec l'érecteur. On se place au milieu. On peut faire, s'il y en a un doute, une mesure de là où votre aiguille va traverser la paroi jusqu'à la masse pour régler, vous voyez, 25 mm, régler votre garde à 2,5, 2,53 pour être en sécurité. Et donc ce qui est important, c'est que quand vous allez rentrer dans votre masse, d'aller finalement assez violemment. Puisque si vous allez lentement, vous allez finalement faire un trajet qui va être tangentiel à votre paroi. Donc, alors vous voulez vraiment pénétrer la lésion. Donc là on y va, un coup sec, on a mis la garde, voilà. Elle n'est pas rentrée, plus sec, voilà. Donc elle peut partir un peu de travers, mais elle est plutôt bien. Donc plus vous êtes tranchant rapide, généralement moins elle part en biais. Et donc là il y a plusieurs techniques sur le plan pratique. Donc soit on peut enlever complètement le stylet et faire des mouvements de va-et-vient, soit on peut enlever complètement le stylet et mettre une aiguille d'aspiration, soit on peut faire là avec Delphine qui m'aide la technique de slow pull, c'est-à-dire elle va enlever d'un coup de 50 cm, tac, et puis on va faire des mouvements de va-et-vient. Et le principe, c'est que vos carottes, elles montent dans l'aiguille et remplissent l'aiguille qui devient creuse. Voilà. Donc vous voyez, il faut faire des coups assez francs. La vitesse aussi de pénétration dans votre parenchyme, dans votre cible, est un critère de succès. Et ne pas toujours être dans le même trajet, faire ce qu'on appelle du fanning, donc soit avec votre érecteur, soit avec votre molette, soit, ce qui est plus compliqué, en lâchant les manettes et en bougeant votre endoscope à la main, mais c'est peu recommandé, vu que vous allez perdre votre position. Donc des mouvements de va-et-vient, sans dépasser, si possible, la tumeur. Ça ne sert à rien de faire des effractions, de faire saigner. Et donc j'attends que mon aide Delphine me dise qu'on a fait tout le stylet. Ça permet de standardiser votre procédure. Voilà, c'est fini. Donc là, on est bon. On a fait une image. On enlève complètement l'aiguille. On bloque pour ne pas se piquer et pas piquer votre aide. On enlève complètement la gaine. On défait. Et puis votre aide récupère l'aiguille avec une petite compresse. Comme ça, on ne met pas de sang partout, s'il y en a. Et on remet effectivement le bouchon. Et là, on va voir. Donc là, on sort l'aiguille. Voilà. Et donc Delphine va pousser effectivement au bout. Et vous voyez, on va vous le montrer. Il y a une petite carotte qui est sortie. Effectivement, il y a très peu de sang. Et on voit un petit serpentin. Donc là, a priori, c'est l'équivalent du Rapid On-Site Examination, le rose. Donc là, on est plutôt content sur le prélèvement qui a été fait avec des carottes. C'est pas, il n'y a pas de sang. C'est des carottes effectivement blanches. Là, on fait toujours un deuxième passage. C'est important parce que vous pouvez avoir des tumeurs très nécrotiques. Ça ne se voit pas forcément. Ou alors, sinon, très fibreuses. Et donc, effectivement, vous avez des petites carottes blanches. Vous êtes content, mais la napate, il va vous dire, ponction effectivement positive, mais que de la nécrose ou que, malheureusement, de la fibrose. Et donc, ne pourra pas conclure avec le peu de cellules qu'il aura à sa disposition. Donc, la deuxième ponction se fait avec la même aiguille, bien entendu. Le stylet a été remis par Delphine. Je me replace de la même façon. On était très bien par voie transbulbaire. Voilà, on voit bien la lésion. Voilà. Un axe toujours sans interposition vasculaire. On voit le haut vaisseau, donc on essaie de l'écarter. Là, on va être bien. Donc, on a sorti la gaine. Le doigt toujours sur l'aspiration pour ne pas avoir d'interposition avec de l'air qui va gêner la qualité de votre examen. On met la garde, on avait calculé à peu près 25 à 30 mm. On sort l'aiguille, on la met bien contre et là on va trancher d'un coup sec. Voilà, l'aiguille on la voit.
Elle est bien rentrée, j'essaie de vous la montrer, voilà. Et là, on y va, 50 cc de stylet, et on fait les mouvements de va-et-vient, comme tout à l'heure. On tranche bien, mouvement, on change de position de fanning, pas toujours la même fenêtre. Alors, il suffit de changer vraiment d'1 millimètre pour ne pas être dans le même trajet. Donc j'attends que mon aide me dise qu'il n'y a plus de, effectivement, elle a fini le stylet. Donc c'est bon. On fait la même opération. On enlève bien l'aiguille. On bloque l'aiguille pour pas qu'elle redescende. La gaine. Et on donne l'aiguille à votre aide. Bon, il n'y avait pas de rapport vasculaire qui était inquiétant. Il n'y avait pas de ganglions partout. Les vaisseaux étaient à distance et c'est vraiment la voie biliaire qui est très très dilatée. Donc le deuxième passage, on a vu un peu plus de sang. Généralement, dans notre expérience, le deuxième passage est toujours un peu plus sanguinolent. Vous avez été un peu plus traumatique sur la paroi, dans la lésion, mais bon, vous voyez, c'est à peine teinté, il n'y a pas de souci, on a des carottes. Pour ce qui est de la ponction, on est plutôt content. Deux passages avec pas mal j'allais dire de carottes, on est satisfait. Donc là, je suis en train de bien regarder. Voilà. Les vaisseaux étaient à distance. Ce qu'on n'avait pas vu non plus, c'était par voie transgastrique la dilatation des voies biliaires intrahépatiques gauche, qui était déjà bien dilatée. Ouais. On n'a pas d'épanchement périhépatique, pas d'épanchement pelvien, on n'a pas des ganglions visibles de carcinose partout. Et c'était pas vu non plus de carcinose sur le scanner. C'est une tumeur qui est limitée. Le patient pourrait discuter, alors son âge 86 ans, mais il n'a pas de critère de non-opérabilité de la lésion, pardon, de non-résécabilité de la lésion. Après, est-il opérable? Ça, c'est une évaluation anesthésiste, au moins une évaluation en consultation de chirurgie digestive. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 80 ans, on se pose toujours la question, la tumeur, on peut l'enlever, mais est-ce que ça va rendre service au patient? Est-il opérable? Et est-ce que les suites post-opératoires vont bien se passer? Donc là, on est à la deuxième partie de l'objectif, en tout cas du traitement endoscopique et écho-endoscopique de ce patient. Donc la première partie, c'était réaliser cette écho-endoscopie avec la ponction pour avoir une confirmation histologique. Et le motif d'hospitalisation de ce patient, c'est surtout l'ictère. On avait dit bilirubine aux alentours de 200 micromoles par litre. Et donc la question qu'on se pose tous, en tout cas nous souvent avec Inès, Maximilien, et nos collègues oncologues, c'est savoir comment drainer ces patients ictériques qui ont une tumeur de la tête du pancréas. Donc effectivement, la voie dite classique par CPRE et la voie dite écho-endoscopique avec deux modalités, soit l'hépatico-gastrique, soit la cholédoco-bulbaire. Donc là, on est en train de l'évaluer pour effectivement, on était parti sur, on en a discuté, on a un protocole pour les patients potentiellement opérables avec des masses. Est-ce qu'on met d'emblée des prothèses axios pour éviter la complication de la CPRE, la pancréatite aiguë? Donc chez certains patients bien sélectionnés, on n'a pas abandonné la CPRE pour les drainages, mais effectivement, c'est une bonne indication. Je ne sais pas ce que tu en penses, Inès, de ce qu'on avait discuté plusieurs fois avec les collègues chirurgiens, nos oncologues et effectivement l'équipe d'endoscopie. Je pense que quand l'écho-endoscopie entre guillemets se présente bien, parce que ce n'est pas toujours le cas chez tous les patients, parce que la limite, ça va être surtout la dilatation de la voie biliaire. Et avoir une voie biliaire qui fait au moins minimum 12, si ce n'est 15 mm de diamètre pour être dans des bonnes conditions de sécurité et de faisabilité technique. Je pense que c'est une bonne option. Et d'ailleurs, il y a certaines équipes qui maintenant
ont plus l'habitude de passer directement à la version de drainage sous écho-endoscopie et d'éviter ce passage en rétrograde pour éviter la pancréatite aiguë. Mais pour le moment, pas de recommandation en tout cas sur quelle technique choisir en première intention. Ouais. Formellement, en première intention, voilà, c'est des attitudes de centre qui, je pense, doivent être discutées collégialement avant, avec des algorithmes de centre, ce qu'on a fait avec l'ensemble de l'équipe et pas seulement les endoscopistes, bien sûr. Alors là, le patient a été remis en décubitus dorsal. On est dans une salle de scopie, bien qu'on peut faire le drainage cholédocobulbaire, Otaxios, tout en échographie. Si ça se passe mal, si on a besoin d'une procédure de sauvetage, si on n'est pas bien, eh ben, il faut savoir avoir des procédures sous scopie. Et donc, c'est pour ça qu'on se place d'emblée, au cas où, dans une salle de scopie équipée avec scopie. Donc là, ça nous permet de voir une image. C'est que quand on fait une procédure classique de cholédocobulbaire, l'écho-endoscope, il est par définition dans le bulbe, il est en position longue, c'est la position stable. Et donc votre voie biliaire, effectivement, va remonter vers le foie. Alors là, on discutait, on avait vu le scanner avant, effectivement, une grosse dilatation de la voie biliaire principale à plus de 20, hein, on la remesure là, vous voyez, 23, 24, ça dépend des... On est assez loin, finalement, de la tumeur, assez loin du HIL, pas pile poil au niveau de l'insertion du canal cystique, donc ça se présente plutôt bien, et avec une distance entre notre paroi et notre paroi bulbaire et la voie biliaire principale qui est extrêmement courte, hein, quelques millimètres. Hein, on est vraiment, c'est là où on voit que dans le bulbe c'est extrêmement fin, voilà, moins de 5 mm. Donc là on est plutôt bien, donc on va demander à Delphine qui a déjà préparé une prothèse d'apposition d'indication biliaire, 6 x 8 mm, hein, les plus petites, qui va l'ouvrir, qui va l'humidifier. Voilà, on va enlever le Doppler. Après, ce qui nous conforte aussi dans ce choix, même si certains vont se poser la question de la technique, c'est qu'il y a une substénose duodénale déjà, et donc peut-être que la voie rétrograde, même si on n'a pas mis le duodénoscope, serait quand même là déjà voilà, limitée. Est-ce qu'on passerait le duodénoscope? Et alors, comme Inès le dit très bien, on pourrait se poser la question, s'il y a une substénose duodénale, sur la modalité de drainage sous écho-endoscopie, on pourrait dire peut-être que le meilleur drainage serait, pourquoi pas, une hépatico-gastrique. Après, il commençait à dilater, mais pas de manière monstrueuse, et on n'était pas parti sur ça en première intention. Mais peut-être que dans les nouveaux algorithmes, les nouvelles recommandations, on tendra vers ce type de drainage chez ces patients. Voilà. Après, j'allais dire, il faut être raisonnable dans les indications, il faut que ça se présente bien et que même si vous êtes entraîné, l'hépatico-gastrique sera toujours plus longue qu'une axios biliaire selon la technique haute axios. Donc là, on a placé notre aiguille dans le canal opératoire, notre prothèse axios, où il y a finalement l'aiguille de ponction, le cystosome intégré, plus la prothèse dessus. Donc on voit bien, on place bien tous les repères devant soi. Le système est bien fixé. On revérifie. On est toujours en position longue, vous voyez, bien calé. On a bien le tronc-porte derrière, donc il ne faut pas pousser trop vite et percer la paroi contralatérale de votre voie biliaire. On enlève le Doppler. On va pouvoir voir si notre gaine d'axios sort sans difficulté. Si elle sort avec difficulté, probablement vous êtes trop béquillé, il va falloir vous repositionner, vous allez être instable, c'est pas bien. Donc là, on est en bonne position. Le patient a une plaque, il n'y a pas de contre-indication, ça on n'en avait pas parlé. C'est quelque chose d'important. Le patient, quand on l'a fait rentrer samedi dans notre service d'hospitalisation, il a dû attendre jusqu'à mardi, non pas parce qu'on ne pouvait pas faire le drainage lundi, mais parce qu'il était sous hélicis. Donc on avait attendu, arrêt l'hélicis, sans relais, pour l'indication qu'il a fait une ACFA non emboligène, et on reprendra 24 à 48 heures après. Donc là, on est bien. Donc programme Otaxios, en courant autocut, pas de coagulation, donc on est branché, et on y va doucement, où on va percer
des branches. Ça ne sert à rien d'aller vite. Poussez. Donc là, Delphine, elle a déjà enlevé. Et donc, on commence à ouvrir la prothèse. On y va doucement. Je n'ai pas poussé la gaine totalement. Donc, je vais doucement. Et si j'ai besoin de la repousser, je la repousse. J'en profite pour la repousser. Vous voyez, comme je fais ça lentement, pas à pas, il n'y a aucun souci. Et je vais finir par la déployer complètement. Elle est plus petite, 6 mm, donc il faut aller doucement. Il faut la tracter doucement, pas à pas, jusqu'à l'ovaliser un tout petit peu. Voilà, pas plus. Et donc là, on va l'ouvrir. Donc étape 3, on a rebloqué. Et on va ouvrir. Donc le flap qui va être dans le bulbe, le flap proximal, dans votre canal opératoire. Alors on le voit aussi en vision endoscopique, le repère noir, donc on est bien. Qui ne doit pas être forcément vu. Hein. Et donc là, elle est larguée dans le canal opérateur, en tout cas le flap proximal. Complètement largué. Et on repousse doucement cette prothèse. Alors là, vous voyez, la prothèse, elle est ouverte. Vous voyez de la bile qui coule. Je n'ai pas encore enlevé le porteur, qu'on voit très bien en écho-endoscopie, puisque si jamais j'ai trop tiré, si jamais le flap distal ou proximal n'est pas en place, on peut toujours sauver la situation en poussant un fil guide et en passant pour mettre une prothèse biliaire plus classique. Donc c'est pour ça, je pense que le message, ça peut se faire en 10 secondes, mais il faut aller lentement pour bien voir les étapes et pour, en cas de complications qu'on ne souhaite jamais, pouvoir sauver la situation. Alors là, je pense qu'on est confiant. Donc on peut enlever doucement aussi pour ne pas emmener votre prothèse le porteur. On vérifie en vision écho-endoscopique qu'on aspire bien la bile qui vient. Vous voyez, quand on aspire, on voit vraiment que la voie biliaire se vide en direct. Elle a été dilatée effectivement à plus de 20 mm. Et là, vous voyez, elle est déjà quasiment totalement affaissée. Et en vision directe, on est bien placé. Elle s'est ouverte. On voit une bile de stase couler, une bile noire, sans souci. Je peux me préparer une grosse seringue de produit de contraste. Et là, à but didactique, on va exceptionnellement opacifier la voie biliaire. Alors sur le contrôle de scopie, on voit déjà une excellente aérobilie sur le trajet de votre voie biliaire. Et ça permet de voir effectivement qu'on voit très très mal, voire très peu, la prothèse axios. On la voit un tout petit peu. Je fais un cliché figé. On la voit à peine, le petit diabolo, qui est entre l'aérobilie et l'extrémité de votre échondoscope. Donc une bile de stase qui s'écoule, on est content, bien placée. Alors quand la prothèse est bien posée, je pense qu'il ne faut pas aller mamailler, mettre un fil guide en plus, aller remettre une prothèse dans la prothèse. Voilà, je pense que le système se suffit à lui-même. Et donc là, on va opacifier pour vous montrer effectivement l'arbre biliaire et où est la prothèse. Donc vous voyez, on a opacifié l'ensemble de l'arbre biliaire, il n'y a pas de souci. Prothèse axios, elle ne semble ni trop près ni trop loin du lille, assez loin de la tumeur, et vous voyez, le patient est parfaitement drainé. On peut couper pour l'AG. Hein. Il ne faut pas partir tout de suite quand vous avez des voies biliaires très distendues avec une bile de stase. Il faut passer 1 minute, au moins 30 secondes, à bien aspirer, parce que la bile de stase comme ça, c'est très émétisant. En plus, le patient est âgé, donc ça serait dommage qu'il inhale au réveil. Donc vous aspirez au maximum. Et puis quand ça donne plus rien, que vous avez une bonne aérobilie et tout, vous pouvez effectivement terminer votre procédure. Donc là, on fait une photo finale. On voyait bien la prothèse dans le bulbe, en se reculant un peu. Pas de souci particulier. Un positionnement, j'allais dire, classique. Et donc, c'est fini. On va aspirer ce qui reste dans la cavité gastrique. Il n'y avait pas grand-chose. Pour pas qu'il y ait de soucis au réveil, pas d'inhalation, ça serait dommage. Votre patient venait lui faire la ponction parfaitement, de le drainer. Donc on aspire
l'estomac comme en cathé. Et donc voilà, donc vous avez une procédure finalement 2 en 1, une écho-endoscopie diagnostic, une écho-endoscopie ponction pour la preuve histologique et un drainage sous écho-endoscopie, donc ce qui permet effectivement d'utiliser un seul appareil. Donc c'est pas une justification, mais je pense que ça rentre en ligne de compte sur aussi la faisabilité, la rapidité de ce type de drainage. Je pense que c'est rentré en ligne de compte des fois sur l'engouement pour cette technique. Tout à fait, ouais.